Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, malgré la contestation, le gouvernement a été investi ce 16 mai. L'opposition qui ne reconnaît pas cette équipe de transition accuse le gouvernement de non-respect de l'accord du 31 décembre 2016. Le changement climatique constitue un véritable menace pour les agriculteurs au Burkina Faso. De nouvelles techniques agricoles ont été adoptées pour améliorer les rendements agricoles. Et puis l'archéologie africaine au service du tourisme. Les acteurs du secteur souhaitent simuler l'activité touristique sur le continent en la rendant beaucoup plus lucrative. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, le nouveau gouvernement de transition a été investi ce 16 mai 2017. Malgré les contestations, l'équipe dirigée par le Premier ministre Bruno Tshibala a été approuvée par les députés de la majorité alliée et les signataires de l'arrangement particulier, arrangement qu'une partie de l'opposition n'a pas paraphé et juge donc ce gouvernement illégitime. On écoute à ce propos Fabien Mouton, président du groupe parlementaire UDPS et alliés. Nous sommes en train de manifester contre cette imposture, contre cette forfaiture, parce que, comme vous le savez, M. Bruno Tshibala, il n'est ni de rassemblement, ni de l'UDPS. Comme ils font référence à l'accord, en principe, ils ne pouvaient pas nommer M. Bruno Tshibala. Et l'investure, ça signifie carrément mettre à la tête de la République un tricheur, une bande de tricheurs qui vont venir pour piller la République. Et en Tunisie, l'état d'urgence prolongé d'un mois à partir de ce 16 mai 2017 en raison de la lutte contre le terrorisme. Cette mesure est en vigueur depuis l'attentat contre la garde présidentielle le 24 novembre 2015 à Tunis, la capitale. L'état d'urgence octroie des pouvoirs d'exception aux forces de l'ordre. Il permet également l'interdiction des grèves et des réunions de nature à provoquer le désordre. Le Mozambique a inauguré le 13 mai 2017 le corridor logistique de Nacala, situé à 2000 km de la capitale Maputo. Il comprend un chemin de fer destiné à l'exportation du charbon et un nouveau port considéré comme le plus grand en eau profonde de la côte est-africaine. Sharon Kamara. C'est en 2011 que la construction du projet avait été lancée. 6 ans plus tard, le nouveau port de la ville de Nacala ainsi que la nouvelle ligne de chemin de fer sont maintenant prêts à être utilisés. Le méga projet du corridor logistique de Nacala est composé d'une voie ferrée de 912 km ainsi que d'un terminal de chargement pour les navires de très grande capacité. Ces nouvelles infrastructures permettront d'exporter le charbon produit dans l'ouest du pays. Ces deux infrastructures constituent des moyens pour pouvoir dégager la production du Mozambique. Dans la dynamique aujourd'hui de se repositionner sur le marché international et de compétir avec le port de Mombasa et d'Urban, il semble important que le pays se dote d'un port qui puisse accueillir les gros navires. D'un montant de 4,1 millions d'euros, le corridor logistique de Nacala est détenu à 35% par l'entreprise brésilienne Vale, à 35% par la société japonaise Mitsui et à 30% par des entreprises mozambicaines. Prévu initialement pour le début 2015, la construction du projet avait pris du retard suite à la chute des cours du charbon. Celle-ci avait ralenti le secteur pendant 2 ans. Pour un investissement de ce niveau-là, il faut vraiment avoir des perspectives claires. Et un groupe comme Vale n'est pas un groupe philanthropique, c'est un groupe mis par l'économie, mis par le profit, etc. Et il faut que le groupe puisse voir clair sur qu'est-ce que cela lui rapporterait. Donc la remontée des coûts du charbon en 2016 a permis de s'assurer que cet investissement sera profitable. Situé à 2000 km de la capitale mozambicaine, le port de Nacala est considéré comme le plus grand port en eau profonde de la côte Est. Avec la mise en place du méga projet du corridor, le pays espère concurrencer les ports de Durban en Afrique du Sud et de Mombasa au Kenya. Les changements climatiques menacent les moyens de subsistance des habitants au Burkina Faso. Face à cette situation, les acteurs agricoles ont développé des techniques pour améliorer les rendements, dénommées diguettes ou demi-lunes. Clément Joël Soala nous emmène à la découverte de ces méthodes. Pour faire face au changement climatique, les agriculteurs du Burkina Faso ont adopté des techniques afin de contenir l'eau de ruissellement. Dans la région du centre-nord, certains champs sont aménagés avec des diguettes. Celles-ci permettent de retenir l'eau de pluie plus longtemps afin de juguler la faible pluviométrie.
Les agents du ministère de l'Agriculture nous ont appris à faire des diguettes. Ils nous ont formés à cette technique. Elle permet de protéger les plants et rend le champ plus fertile. En plus des diguettes, les techniciens agricoles burkinabés ont mis en œuvre la technique dite de demi-lune pour aider les paysans. Celle-ci consiste à creuser des trous profonds enrichis par du fumier avant les semis. Ces techniques agricoles ont amélioré les rendements, à en croire les agriculteurs. C'est une technique qui consiste à creuser de grands trous et à disposer la terre en forme de demi-lune. Nous mettons ensuite de la fumée organique dans ces trous et en début de saison hivernale, nous semons. Ils sont venus nous montrer encore et puis bon, j'ai utilisé, j'ai fait et j'ai gagné. J'ai gagné plus par rapport à ce que j'ai travaillé seul à la main. Ici, demain seulement, les paysans facilitateurs sont prêts pour aller implanter les différentes courbes de niveau qui vont servir à confectionner les différentes diguettes. Le Burkina Faso, à l'image des pays du Sahel, subit les aléas climatiques, la sécheresse et l'érosion des sols en l'occurrence. La pluviométrie varie entre 500 et 1000 mm de pluie par an selon les régions. Au nord, la saison des pluies dure moins de 3 mois dans l'année. La grande mosquée de Djenné, la ville de Tombouctou au Mali ou encore la ville antique Volubilis au Maroc sont là quelques sites archéologiques du continent, des endroits qui restent méconnus des Africains et dont leur développement, selon les archéologues, contribuerait à l'essor du tourisme sur le continent africain. Deogracias Podo. L'archéologie africaine au service du tourisme. Les archéologues de l'Afrique souhaitent stimuler l'activité touristique sur le continent en la rendant beaucoup plus lucrative. Au cours d'une conférence sur l'archéologie islamique à Bahreïn, dans le golfe Persique, plusieurs experts africains ont souhaité que tous les sites islamiques soient répertoriés, ce qui pourrait favoriser l'essor du secteur. Au Maroc, par exemple, nous avons le site de Volubilis, un site célèbre reconnu par l'UNESCO. Nous y avons découvert des choses merveilleuses sur la transformation du régime alimentaire depuis le 8e siècle, mais aussi des formes singulières de sépulture, ce qui nous renseigne sur la propagation de l'islam très tôt au Maroc. Ce n'est pas le cas partout en Afrique. En Afrique, certains sites islamiques célèbres font figure de proue du fait de leur architecture riche et singulière. Au Mali, par exemple, avec la grande mosquée de Djenné à Mopti et la ville de Tombouctou, entrées respectivement au patrimoine de l'UNESCO en 1988 et en 2012. Des archéologues estiment qu'il existe encore beaucoup d'autres sites islamiques architecturaux historiques qui doivent être mis en avant, mais cela nécessite un important financement. La question du financement est toujours problématique dans de nombreux pays africains et le Ghana n'est pas exclu. Si nous travaillons dans un musée, nous avons aussi besoin de fonds pour développer nos recherches. Or, la plupart du temps, nous devons compter sur nos maigres moyens ou même sur des appuis ou encore des chercheurs étrangers. Cela ne nous permet pas de bien travailler. Les trésors archéologiques africains, s'ils sont totalement exploités, pourront accélérer l'élan du tourisme. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud et du Nord sont en tête d'affiche des régions les plus visitées. Pourtant, certains sites situés tout au long du littoral d'Afrique de l'Est et de l'Ouest ont constitué d'importants points commerciaux de l'islam avec d'autres continents depuis des siècles. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.